Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un régime autocratique, une justice de plus en plus aux commandes du président, une presse contrôlée voire censurée, des discours et des violences contre les migrants et une situation socio-économique catastrophique, la Tunisie connaît une crise profonde avec un président, Kais Saied, qui s'arroge de plus en plus de pouvoir depuis le 25 juillet 2021, jour où il a suspendu les activités du Parlement. Il y a un an, notre journaliste Pierre Sconbrod se rendait en Tunisie pour rendre compte des espoirs et des désillusions de la jeunesse tunisienne 10 ans après la Révolution et pour donner la parole aussi aux migrants en attente d'un passage en Europe. Un an plus tard, il faut se rendre à l'évidence, la situation a encore empiré. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour nous aider à décrypter ce que vit la Tunisie en ce moment, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Alexis De Soif. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vice-président de la FIDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains, qui regroupe donc 188 associations de défense des droits humains dans le monde, dont la Ligue tunisienne. À vos côtés, Pierre Sconbrod, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, donc vidéaste au Centre d'Action Laïque. Vous aviez réalisé donc ce documentaire il y a un an, Araga, qui signifie ceux qui brûlent, littéralement ceux qui brûlent leur papier pour fuir la Tunisie. Un reportage donc qui se concentrait sur la question de l'exil et de la migration face à l'Europe forteresse. Et par téléphone depuis Tunis, on accueille Slim Ayedi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, blogueur, activiste de la société civile tunisienne. Merci de témoigner, Slim, dans notre émission. Et avant de vous donner la parole, Slim, on va faire un petit retour en arrière. Et voici ce que vous disiez justement à Pierre Sconbrod il y a un an dans son documentaire. On vous écoute. Le citoyen tunisien, il va très très mal parce qu'il avait des attentes démocratiques et il cherchait à installer une démocratie. Avec le temps, la démocratie, il y a des hauts et des bas, mais maintenant, cette crise économique, cette crise de Covid a détruit toutes les ressources des citoyens. Parce qu'en Tunisie, même quand tu ouvres les médias, on ne parle plus des citoyens, on parle que du gouvernement, des partis politiques, on n'a plus d'assemblée, on n'a rien. Mais en fin de compte, le citoyen, il essaye de vivre. Quand un bon boxeur, il a eu le chaos, il prend du temps avant de tomber. La Tunisie, c'est un pays merveilleux. Il pouvait être comme Dubaï, mais il a eu un chaos. Et maintenant, il se croit qu'ils ne vont pas tomber, mais on est en train de tomber, parce qu'il n'y a plus d'oxygène, parce que le peuple tunisien ne respire plus. Alors Slim, vous disiez donc que les citoyens tunisiens ne respirent plus. Un an plus tard, Kais Saied a encore renforcé ses pouvoirs, il a limité beaucoup de libertés. Qu'est-ce qui a changé alors en un an ? Est-ce que vous respirez mieux ou encore moins bien ? Et là, on est en train de vivre, on ne dit pas un cauchemar, mais le gouvernement et le président sont en train de prendre tout le pouvoir. Donc, sur le plan média, par exemple, ils sont en train de contrôler les médias et maintenant, avec les décrets-lois qui sont en train de le faire, ils sont en train de contrôler tout ce qui est liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Les gens ne s'expriment plus. Et peut-être, même avec la crise économique qu'on est en train de vivre, la situation elle est en train d'empirer jour après jour. Et ça, c'est un grand danger que court la Tunisie. Et peut-être, si moi, je reste toujours optimiste, mais on est arrivé à un point que il y a beaucoup de gens qui croient qu'en Tunisie, c'est un vrai cauchemar et qu'on court vers une crise politique dans l'avenir parce qu'on a maintenant un président, un gouvernement qui contrôle tout. On a une assemblée de peuple qui est en train de traîner pour faire son travail. Donc, pas de nouvelles lois, il y a seulement des décrets-lois. La justice aussi, elle est contrôlée. Les médias publics, ce sont des médias qui sont assez forts en Tunisie, ils sont encore écoutés, donc ils sont contrôlés par le gouvernement et par la présidence aussi. Donc, je crois que la situation allait empirer après une année. Alors, Alexis De Soif, Alliance Sécurité Liberté, qui est une alliance d'organisation de la société civile tunisienne, vient de sortir un rapport où elle dit on est passé de l'état d'exception à l'instauration de l'autocratie en Tunisie. Quand on entend, parce que dit Slim, quand on lit ce rapport, pour vous, clairement, on est dans une dérive autocratique. C'est clair, ce rapport qui fait le point après 600 jours après ce coup d'État, parce qu'il faut utiliser les mots qui conviennent, c'est ce pouvoir présidentiel du président Saied qui est développé et qui s'est hyper développé au détriment des deux autres pouvoirs. Et ce scénario, il est assez classique dans les dérives autoritaires qu'on observe de par le monde,
où on abandonne l'état de droit. Et en Tunisie, on sait qu'il était récent, qu'il était fragile, et donc il est peut-être plus facile à démanteler. Ce qu'ils sont en train de faire, le gouvernement tunisien, avec un exécutif qui a pris finalement l'ensemble du pouvoir, au détriment du législatif, du Parlement, qui n'a quasiment plus aucun pouvoir, et de l'autre côté, parce qu'il y a 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, un affaiblissement du pouvoir judiciaire où il y a des juges qui sont révoqués, qui sont mis de côté, qui sont remplacés, et donc avec un affaiblissement du pouvoir judiciaire. Résultat des courses, on se retrouve avec un pouvoir exécutif qui domine tout et qui serre la vis et qui utilise, et ça c'est aussi un classique en la matière, qui utilise la boîte à outils législative qui a été votée soit avant son arrivée au pouvoir, soit les nouveaux décrets pris par le président sur base de la Constitution, la nouvelle Constitution qu'il a fait passer en force, et qui utilise ces outils législatifs-là ou ces décrets présidentiels pour s'attaquer à toute forme de contestation et diviser la société civile en les poursuivant, en les arrêtant, en les enfermant, en leur imposant une forme d'autocensure, de peur d'être arrêté. On peut parler, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais du décret 54 sur les formes de communication électronique qui permet, et Slim pourra en parler mieux que moi, justement de museler toute contestation sur les réseaux sociaux et toute organisation de la riposte. Or, on sait l'importance des réseaux sociaux, justement, dans le travail des défenseuses et des défenseurs des droits humains et de la société civile. Slim Ayedi, je vais vous faire réagir tout de suite. Vous en aviez déjà un peu parlé, mais c'est vrai que cet article 54, vous sentez qu'il y a vraiment une pression qui est mise pour qu'on s'exprime de moins en moins sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une forme d'autocensure qui se met en place. Ah oui, l'autocensure, tu sais, en Tunisie, elle est maintenant, depuis quelques mois, depuis le décret 54 du mois de septembre, les gens ne s'expriment plus parce que si, par exemple, on voit que le plus célèbre chroniqueur, Haytham El-Mekki de la radio Mosaïque FM, qui est une radio la plus écoutée avec 1 million de personnes chaque jour, on l'arrête et on le colle un procès suite à une chronique dans une radio. Donc tout le monde maintenant commence à avoir peur parce que à titre d'exemple, il y a des gens qui écrivaient des statuts, qui s'exprimaient, qui faisaient des live Facebook, allaient sur Twitter, mettaient beaucoup de podcasts et s'exprimaient sur la vie politique. Maintenant, personne ne s'exprime sur la vie politique. On s'exprime un peu sur la crise économique, sur le quotidien, sur la situation un peu des problèmes. Parce que, par exemple, aujourd'hui, matin, on a une pénurie d'essence. Les gens n'attaquent pas le gouvernement, mais ils disent qu'il y a une pénurie d'essence. Ils ne disent pas que le gouvernement ne sait pas gérer un peu la situation économique en Tunisie. Il y a une chose très très importante, c'est ce décret-loi, c'est un complément du contrôle des médias en Tunisie, parce que le gouvernement, il a contrôlé les médias publics, il a contrôlé les médias privés parce qu'il n'y a plus de financement, les médias aussi associatifs, alternatifs, dont moi je travaille depuis 10 ans, je me dis pour ça, et maintenant il commence à contrôler tout ce qui est citoyenneté, tout ce qui est contenu libre sur les réseaux sociaux, parce que si un jeune blogueur, je ne sais pas, au sud tunisien, dans les régions, créer un statut même sur une municipalité, sur une administration qui n'a pas fait son travail, on peut le coller un procès tout de suite. Et même si nous, on milite en tant que société civile, on peut l'aider, on peut faire des avocats, ce jeune activiste, il peut perdre entre 1 mois et 2 mois dans un procès, et finalement, il va avoir peur et il sert d'exemple. Donc, il y a une grande peur, il y a une grande censure, et peut-être on est arrivé maintenant à notre censure qui est une chose très, très dangereuse. Ouais. Alors, je me tourne vers vous, Pierre Sconbrood, dont je lisais, vous êtes rendu il y a 1 an, vous avez interviewé toute une série d'interlocuteurs de la société civile, des journalistes, des personnes qui travaillent pour des ONG, des psychologues. Est-ce que ce climat de peur, vous l'aviez ressenti l'année passée ? Non, pas du tout. Vraiment pas. De peur, pas. Par contre, de désillusion, bien. Et quant à l'espoir, puisque vous disiez que j'étais parti là-bas pour faire un reportage sur à la fois l'espoir et les désillusions des Tunisiens, l'espoir, je le cherche encore. Et 1 an après, je pense que Slim a répondu en partie à la question. Je crois qu'il a clairement disparu pour laisser place à une espèce d'ambiance un peu cauchemardesque, où jamais j'aurais pensé qu'1 an plus tard, on en serait là. Pourtant, la situation était déjà pas terrible à l'époque. Maintenant, je pense qu'il faut quand même faire un tout petit peu d'histoire. Il faut peut-être rappeler que Kais Saied a été élu
massivement par le peuple tunisien sur un programme qui était « je vais nettoyer le Parlement ». Il faut se souvenir quand même que le spectacle donné par les parlementaires tunisiens pendant des années, ça a été quand même, depuis le départ de Marzouki, un spectacle démocratique un petit peu pitoyable. Et je pense que les Tunisiens eux-mêmes étaient vraiment extrêmement lassés de ce qu'ils voyaient là, en dehors de certaines poches de résistance de certains groupes parlementaires qui essayaient de faire un travail de qualité. Le Parlement a été vraiment une véritable foire d'empoigne où des espèces d'entrepreneurs privés ont décidé du jour au lendemain de se lancer en politique. Et la Tunisie et le peuple tunisien n'a rien vu de ce Parlement, n'a pas pu récolter du tout les bénéfices d'un véritable travail politique de fond. Et donc Kais Saied est arrivé avec un programme « Je vais nettoyer le Parlement ». Il a été à l'époque largement soutenu par les syndicats, par la société civile. Et puis je pense que malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Où est-ce que... Parce qu'il aurait pu se dire effectivement on nettoie, parce que je pense qu'il y avait vraiment un véritable nettoyage à faire. Mais de là évidemment à commencer à voter les pouvoirs spéciaux et à se lancer dans une course complètement aventureuse, non, évidemment, bien sûr que non. Mais donc voilà, il y a un constat d'échec, mais c'est pas que l'échec de Saied en fait. Ouais, c'est l'échec, Alexis de Soif. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'échec quoi, de tout un pays qui n'a pas réussi à vraiment faire une transition après cette révolution il y a 12 ans aujourd'hui? Peut-être que c'est un échec collectif, effectivement, mais peut-être aussi de la communauté internationale qui n'a pas pu accompagner cette jeune démocratie. Et alors, comme l'expliquait Pierre, l'émergence d'une figure qui, avec des discours assez populistes de nettoyage, et il faut faire bien attention aux termes utilisés, ce sont des termes populiste, on le voit, on l'a vu de l'autre côté de l'Atlantique, on le voit dans d'autres dérives autoritaires, on va nettoyer, on va... et alors finalement, on ne s'arrête pas à son programme, à ce qu'on avait annoncé, ce qui avait permis son élection au président, mais on continue sur sa lancée finalement pour accaparer les pouvoirs, et il joue au despote éclairé, et le éclairé est évidemment mis entre guillemets, et on le voit aujourd'hui, et Slim l'annonçait, avec la crise économique qui frappe la Tunisie et la perte du pouvoir d'achat des Tunisiens qui se disent après la Révolution, tout ça pour ça, on en est arrivé à des pénuries d'essence, à ne pas savoir nourrir sa famille. Et là, la réponse du pouvoir qui a accaparé tous les pouvoirs et qui donc devrait avoir les clés pour solutionner la crise économique, eh bien, on ne lui reproche même pas. Pourquoi ? Parce qu'avec son discours populiste, on arrive à trouver cet ennemi extérieur qui est responsable des maux MAUX économiques qui frappent le pays, à savoir... c'est la faute des étrangers. Et de nouveau, dans les termes utilisés, c'est une terminologie empruntée à l'extrême droite où finalement il faut trouver un responsable extérieur, à savoir les migrants qui sont en Tunisie, qui sont bloqués en Tunisie parce qu'ils veulent traverser la Méditerranée et qui seraient responsables de la crise économique tunisienne, qui prennent les emplois. Et finalement, on entend que l'extrême droite en France ou en Belgique, pour ne citer que ces deux pays-là, utilise ces mêmes termes par rapport à la crise économique, c'est la faute de l'étranger. Oui, c'est vrai qu'il utilise ces fameuses théories du grand remplacement. Là, le 21 février dernier, il avait vraiment eu des propos très durs. Il parlait effectivement de hordes de migrants, je cite, hordes de migrants clandestins qui perpétuent des violences et des crimes à travers le pays. Il est allé jusqu'à accuser les immigrés illégaux donc, de modifier la composition démographique de la Tunisie. Donc, vous le disiez, effectivement, des mots assez forts qui donc ont aussi créé des tensions, des violences envers ces personnes migrantes dans certaines régions de Tunisie. On peut dire qu'il y a vraiment un virage xénophobe pris par le gouvernement, selon vous ? Oui, effectivement, pour se dédouaner de sa propre responsabilité, c'est assez confortable de dire c'est la faute des étrangers, c'est la faute des migrants, et de monter sa population contre ces étrangers en Tunisie. Et ça, c'est vraiment, dans la boîte à outils de l'extrême droite, c'est un classique, de nouveau. Et je pense que les citoyens et les citoyennes tunisiennes ne doivent pas se laisser avoir par ces discours-là, parce qu'on a vu effectivement des mouvements de population, de foule, contre des familles d'immigrés qui étaient parfois depuis bien longtemps établies en Tunisie, qui travaillaient en toute légalité et qui ont été visés par des attaques
pourchassés. Tout ça suite à ce discours xénophobe du président. Et voilà, donc ça, vraiment, la communauté internationale et les Nations Unies l'ont dénoncé en demandant de prendre des mesures pour mettre fin à cela. Et je pense qu'on parlait d'espoir tout à l'heure. Il y a des mesures où la Tunisie doit revenir sur les rails de l'état de droit qu'ils ont abandonné. Ils sont vraiment à la croisée des chemins, revenir sur les rails de l'état de droit, en rétablissant les pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs. Il n'y a pas d'autre solution que cela, en libérant tous les opposants politiques qui sont emprisonnés, en abandonnant les poursuites, en abrogeant ce décret 54 qui est un outil pour finalement museler toute opposition, toute voix dissidente. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et là, il y a la société civile qui est actuellement divisée. Il faut le reconnaître aussi. L'état de la société civile, et c'est peut-être aussi l'héritage de ces années de la Révolution où la société civile, qui était unie à la fin de Ben Ali face à ce pouvoir dictatorial, n'a pas réussi cette transition non plus. Et donc la société civile doit aussi se regarder dans son action. Il y a différents courants. Ils n'ont pas réussi à surmonter ça pour apparaître unis face à cette dérive autocratique. Oui. Alors Slim Ayedi, j'ai envie de vous faire réagir sur plusieurs choses. Peut-être sur ce que Alexis de Soye vient de dire d'abord, cette division de la société civile, vous la ressentez vraiment ? Et je suis tout à fait d'accord. La société civile en Tunisie, elle n'était jamais unie, elle était à un moment donné forte pour faire un changement, mais il n'y avait pas de planification, il n'y avait pas de stratégie. À titre d'exemple, si je ne suis pas en train de blâmer les bailleurs de fonds, les gens qui ont dit, c'est quelque chose de très important, mais il n'y avait pas de stratégie sur 10, 15 ans. Par exemple, en ce moment, la société civile, elle est tellement faible qu'il y a des centaines des ONG qui n'ont plus de locaux, ils n'ont plus d'activités, ils n'ont plus de projets. Parce qu'à un moment donné, ils dépendaient toujours de financement, extérieur et des projets. Donc, il n'y a pas de stratégie de planification. Mais si je reste sur un point optimiste, c'est que cette société civile, elle a fait un changement dans les mentalités de tout ce qui est jeunesse, de tout ce qui est les gens qui cherchent la démocratie, qui cherchent un peu la liberté d'expression. Mais en ce moment, même le gouvernement, le président, ils savent cette faiblesse-là. Ils ont joué sur ça à travers les décrets-lois, à travers la limite du pouvoir. Par exemple, nous, dans les ONG en Tunisie, on a le droit d'avoir un financement public. Mais le financement public, pendant presque 10 ans, était toujours délicat, était toujours limité. Donc, on n'a pas eu de pouvoir vraiment. Il n'y a pas des ONG qui sont assez forts avec des membres qui travaillent avec une stratégie de planification des activités. Ça, sur le premier plan. Aussi, il y a quelque chose, c'est le vide politique, parce qu'il n'y a pas d'équilibre de pouvoir en ce moment. Les partis politiques, où ils sont dessus, où ils ne travaillent pas. En ce moment, il y a des partis politiques qui sont assez contents, qui ont des membres de l'Assemblée. C'est le président qui gouverne avec l'administration et le gouvernement. Ce vide-là, c'est le risque. C'est pour cela je suis tout à fait d'accord qu'on est en train d'exporter la crise. Parce qu'il y a beaucoup de gens de cette Tunisiens, ils pensent qu'on n'est pas responsable de la crise. Le président n'est pas responsable. Les politiciens ne sont pas responsables. Même nous, en tant que citoyens, on n'est pas responsables. Et il y a un ennemi, je ne sais pas où, je ne sais pas, en Europe, en Amérique, dans un autre pays, qui est responsable de la crise. La vérité, moi, je pense qu'on est responsable parce qu'on n'a pas instauré une démocratie, parce qu'on n'a pas fait un équilibre de pouvoir, et surtout, on n'a pas fait un changement de mentalité, parce que un pays qui a vécu avec Ben Ali, aussi avec un peu avec Bourguiba, avec tout ce qui se passe, il y a le réflexe que les gens acceptent. Tu vois, le président Kais Saied, il est vu pour des millions de gens comme un père. Tu vois, le père qui voulait sauver un peu le pays de cette assemblée générale gouvernée par les islamistes. Finalement, ce que je veux dire, que la situation en Tunisie, elle est en train d'empirer actuellement, mais on reste optimiste parce que même cette société civile qui n'est pas structurée, elle a pu instaurer un changement de mentalité, un changement de réflexe. C'est sûr qu'elle n'est pas active en ce moment parce qu'elle est liée aussi de tout ce qui est moyen et elle n'a pas beaucoup de moyens en ce moment. Mais je crois qu'il y aura un changement et peut-être il faut se réveiller un peu et commencer à travailler.
Alors, autre point qu'on a abordé, mais que je voudrais creuser un petit peu, et avec vous notamment, Pierre Sconbrolt, quand vous êtes allé en Tunisie, vous êtes allé notamment à Zarzis, donc sur la côte de la Méditerranée, où effectivement il y a il y a des centaines de personnes qui viennent des régions subsahariennes, qui sont là bloquées en attente en Tunisie. Alors, il y a eu plusieurs drames depuis votre tournage, des drames à Zarzis avec des naufrages, notamment un naufrage qui a fait beaucoup parler de lui au mois de septembre parce qu'on a accusé la Tunisie et les gardes-côtes tunisiennes de n'avoir rien fait pour sauver cette embarcation. Est-ce que vous avez des nouvelles des personnes que vous avez rencontrées sur place? Comment la situation était, comment ces personnes vivaient, elles qui étaient vraiment littéralement bloquées face à cette Europe forteresse? Oui, on a créé un groupe WhatsApp avec tous ces exilés qui venaient d'Afrique subsaharienne. Et c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, une fois, j'ai tourné au mois de mars, une fois mon départ, la situation n'a pas arrêté de se tendre. Les soutiens que les réfugiés avaient sur place ont tout à coup disparu. Donc les maigres ressources qu'ils pouvaient avoir de la part d'ONG, qui étaient pour la plupart d'ailleurs tunisiennes, ont tout à coup supprimé leur soutien, à la fois en nature et pas que. Et donc tout l'été en fait a été émaillé de manifestations des migrants de façon constante, répétée et de plus en plus forte et alors violente je ne dirais pas, mais ils faisaient vraiment entendre leur voix, leur ras-le-bol. Tout ça dans un contexte où il n'y avait pas que d'ailleurs, parce que eux essayent de franchir la Méditerranée, mais les Tunisiens ne sont pas en reste. Je pense qu'il faut peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir avec Slim d'ailleurs. Oui, on peut dire que, alors juste pour donner un chiffre, que 17% des personnes migrantes qui arrivent en Italie aujourd'hui sont des Tunisiens. Donc ça veut dire que les Tunisiens fouillent également le pays. On posera la question à Slim juste après. Voilà, mais pour en revenir aux émigrants subsahariens, c'est un vrai désastre parce qu'ils n'ont déjà pas de droits et en plus ils sont dans un espèce de système d'apartheid de fait. Donc ils cumulent, c'est un peu une espèce de double peine. Ils essayent de travailler vaille que vaille dans des conditions complètement effroyables, avec au final parfois pas de salaire, des réflexes racistes constants dans les transports en commun. Ils témoignent dans le film vraiment de réactions constantes que les Tunisiens ont à leur égard. C'était dramatique. Et le groupe WhatsApp le témoignait. La situation se détériore. Là, ça fait quelques semaines que les communications sont coupées. Le plus déterminé d'entre eux hésitait à rentrer au pays. Ou alors de tenter sa chance. Il était vraiment dans une espèce d'hésitation permanente. C'est vraiment le cul-de-sac de l'Europe. C'était le titre du reportage. Je pense qu'on est aussi dans un cul-de-sac de politique internationale de la migration qui est complètement erratique, qui donne aucune perspective et qui n'a comme conséquence que des naufrages en Méditerranée. Et donc c'est tout ce qu'on se dote comme outil, c'est une espèce de non-politique complètement inhumaine qui ne fabrique que des morts en puissance, que des noyés en puissance. C'est assez effrayant d'en arriver là et rien ne semble changer, en tout cas pas à court terme. Il y a quand même tout doucement une question à se poser, c'est à savoir est-ce que l'Europe peut encore continuer à collaborer avec un pays comme la Tunisie, après ce que Alexis vient de dire, après la situation que Slim vient de décrire également. Est-ce qu'on peut encore considérer ce pays comme étant un partenaire? Après, la Libye, toute proche, est également malheureusement aussi un partenaire de l'Europe en termes de migration, de fameuses organisations des hotspots. Est-ce que oui ou non on continue? C'est vraiment une question que moi je lance, mais on est plus dans l'éthique que dans la réelle politique. Là. Ouais, c'est une vraie question qui se pose. Et Slim Ayedi, je le disais, effectivement, dans les personnes qui migrent vers l'Europe, on a une grande part de Tunisiens, de Tunisiennes. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, la situation économique est tellement catastrophique que la plupart des Tunisiens envisagent cet exil?
Oui, tout à fait. Tu sais, moi, je suis dans une région qui s'appelle Mehdia, et Mehdia, elle est plus proche de l'Italie de 4 heures de route marine. Donc, et même pas, il y a 2 jours, il y a une embarcation de subsahariens où il y avait plus de 100 personnes. Et la garde nationale l'a mis dans le port. Moi, j'habite cette ville-là depuis plus de 20 ans et tout, donc c'est ma ville natale et tout. Il les a mis, il a laissé comme ça dans la ville, il a dit ok, vous pouvez bouger. Donc la migration et l'immigration en Tunisie, elle est d'une façon, c'est devenu non un fléau, mais c'est devenu le quotidien. Et je crois non seulement la situation économique, parce que c'est vrai que la situation économique elle est très délicate, mais l'ambiance générale en Tunisie, c'est comme un pays qui n'a pas d'avenir, parce que moi j'ai des cousins qui ont un boulot, qui l'enseignent, ils ont même du boulot public, et commencent à chercher un emploi à l'extérieur, ils commencent quelquefois de penser à aller au Canada, aller en Europe et changer un peu. Pour les autres qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'avenir, c'est payer, c'est l'embarcation, c'est partir par la mer. Donc la crise économique, mais aussi la crise politique, la crise sociale qui affecte beaucoup les jeunes en Tunisie. Et je crois que, comme Pierre a dit, c'est pas histoire de partenariat entre la Tunisie et l'Europe, parce que c'est un sujet très particulier, très délicat, mais en vérité, la Tunisie, en ce moment, et on parle surtout de tout ce qui est gouvernement et politique publique en Tunisie, c'est qu'ils ne veulent pas trouver des solutions, c'est qu'ils veulent laisser comme ça et profiter un peu de l'aide et des financements qui viennent pour la situation des migrants en Tunisie. Mais je crois, et je le dis à haute voix, parce que je le vois tous les jours, maintenant, c'est le commerce de l'immigration clandestine, parce que cet été-là, ça sera des barcons, ça sera vraiment des Tunisiens avant tout, hein, parce que les jeunes n'ont pas d'avenir, donc ils partent pour un espoir en Europe, c'est pour cela. Alexis de Soif, là, quand on voit la situation, quand on voit ce système répressif qui reprend vraiment vigueur aussi en Tunisie, qu'est-ce qui différencie encore la Tunisie actuelle de la Tunisie de Ben Ali ? C'est plutôt une question pour Slim. Parce que, vu de l'extérieur, j'ai envie de dire plus grand-chose, mais c'est peut-être un gros raccourci. Par contre, j'aimerais revenir sur le fait que la responsabilité de nos gouvernements dans tout ça. On parlait de la question migratoire, et moi je me pose la question, qu'est-ce que notre ministre des Affaires étrangères, que font nos ministres quand ils vont à Tunis pour des rencontres bilatérales? C'est juste s'inquiéter de la migration, c'est de faire en sorte, et les collègues européens pareil, c'est s'inquiéter de cette route migratoire mortelle pour éviter que des migrants, pas tellement qu'ils se noient, mais pour éviter qu'ils arrivent sur le sol européen. Parce que la question, c'est gardez-les chez vous. Et vous pensez que nos ministres vont pointer le président sur les atteintes à la liberté d'expression, la liberté d'association, sur les atteintes aux droits humains, sur la crise économique qu'ils n'arrivent pas à endiguer, en disant vous avez pourtant tous les outils, notamment nationaux mais aussi internationaux. Non, ce qui nous intéresse, c'est faites en sorte qu'il y ait le moins de migrants possible qui traversent la Méditerranée, parce qu'après on se retrouve avec des demandes d'asile chez nous, et vous avez vu l'état de notre procédure de demande d'asile et la crise de l'accueil qu'on n'arrive pas, probablement de manière volontaire, à régler. Pour dissuader. C'est comme ça que l'Europe doit féliciter Erdogan en Turquie pour sa réélection, parce qu'il a la main sur le robinet des réfugiés, qu'on doit discuter avec la Libye, qu'on laisse passer tout au pouvoir tunisien, tout simplement parce qu'on est tétanisé par la question migratoire et parce qu'on est obsédé par la lutte contre le terrorisme, lutte légitime, mais que ces pays instrumentalisent, comme je le disais tout à l'heure, pour s'attaquer à leurs opposants en disant, sur base de la législation antiterroriste, sur base de la législation du code, le code pénal tout simplement, c'est quoi les chefs d'accusation pour un opposant ou un blogueur? C'est de dire, vous avez porté atteinte à la sécurité nationale. C'est la tarte à la crème, ça permet toute forme d'arrestation et de poursuite. Et nous, nos gouvernements se taisent face à ça. Pourquoi? À cause de la question migratoire. Et c'est les mêmes motifs, vous me lanciez sur Ben Ali, qui faisaient que l'Occident, l'Europe occidentale en particulier, collaborait avec Ben Ali jusqu'à la dernière seconde, comme on l'a vu dans le Chef des Français, avec la ministre des Affaires étrangères française, qui avait même proposé des forces anti-émeutes à Ben Ali pour endiguer cette révolution et cette contestation populaire. Tout ça parce qu'on veut une stabilité, à savoir stabilité, gardez vos migrants, gardez les migrants, faites le sale boulot pour nous, et qu'on est prêt à fermer les yeux sur toutes les atteintes
aux droits humains, à nier l'universalité des droits humains. Et en ce sens-là, je pense que je peux répondre à votre question en disant qu'on est dans une situation similaire à la situation sous Ben Ali, qui est cette caractéristique de pouvoir autoritaire, dictatorial, avec les composantes de la société et les contre-pouvoirs qui sont muselés, qui sont mis hors d'état de agir. Ils ne savent plus fonctionner et le pouvoir est concentré dans cet exécutif qui agit à sa guise avec la communauté internationale qui n'ose pas trop réagir. Merci Emma. On va terminer sur cette note. On voit qu'il y a encore plein de choses qu'on pourra aborder et surtout ces interpellations qui sont clairement lancées à nos gouvernements. Merci beaucoup donc Alexis De Soif et Pierre Sconbrot en studio. Merci beaucoup Slim Ayedi. Voilà, on suivra avec vous ce qui se passe en Tunisie. Je voulais dire que le documentaire Araga dont on a parlé, il est à présent sur YouTube. Je vous invite à aller le voir, ce documentaire. On voit que déjà il y a un an, il y avait cette forme de désillusion et d'espoir. On sent qu'aujourd'hui les espoirs sont quand même affaiblis. Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.